Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tendance Ride dans Mordu. Ici, on décrypte les entreprises et initiatives derrière les sports qui nous font rêver, la glisse et l'outdoor. Je suis Mathieu et suis très heureux de vous présenter cet épisode avec le fondateur de l'entreprise F1, Raphaël Salles. Un entretien avec Raphaël, c'est naviguer sur les évolutions des 20 dernières années dans les sports nautiques. L'explosion du kite, le sup, les débuts du strapless, le foil, jusqu'au dernier carton en date, le wing. Raphaël nous a parlé avec franchise de nombreux sujets. On a ainsi abordé les choix stratégiques de F1, que ce soit la distrib, le positionnement et même la transmission de la société. Raphaël a aussi partagé avec nous les réflexions en cours pour diminuer l'empreinte carbone de la marque. Vous verrez enfin que F1, c'est une histoire de famille, au sens propre comme au sens large du terme. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Tendance Ride avec Raphaël Salles. Salut Raphaël. Salut Mathieu, enchanté. Bienvenue sur Mordu, un grand merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bon écoute, moi je suis très heureux de faire cet épisode avec toi. Alors je pourrais commencer en disant que mon premier kite c'était un F1, ce serait mentir, mais mon deuxième kite c'était un F1. D'accord. J'avais une Mach 2 en 9 mètres carrés, après une Dream en 8 mètres et j'en garde des super souvenirs. Donc là on remonte au début des années 2000. Exactement. Parfait. Le tout début. Alors on va revenir sur la genèse de F1, sur ta vision pour la marque. Mais j'aimerais bien que pour commencer, que tu présentes F1 et que tu me dises ce qui rend ta boîte unique sur le marché. Alors l'originalité de F1, pour faire assez simple, on a deux passions, naviguer, kiter, winger, surfer, foiler et créer des beaux produits. La boîte, elle sert à ça. Elle sert à assouvir notre passion de créer des beaux produits. Après, pour que ça fonctionne, il faut qu'on vende, il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires et les moyens de faire tout ça. Mais c'est vraiment la différence peut-être avec d'autres marques qui appartiennent des fois à des fonds de pension ou des investisseurs. Nous, on contrôle 100% du capital de la boîte et c'est vraiment ça notre passion. C'est rigolo parce que ça revient très souvent dans les discours des gens chez toi, chez F1, sur le site web, partout. Le sujet R&D, le sujet produit, innovation. On va revenir sur le début. Toi, tu étais un champion de windsurf, mais c'est quoi cet amour du produit au départ ? C'est quelque chose que tu as acquis dans le temps ou c'est un truc que tu as toujours eu au fond de toi ? Je crois que depuis tout petit, chaque fois que je touche à quelque chose, j'ai envie de l'améliorer. Donc j'aurais dû faire des études d'ingénieur ou je sais pas, mais bon, j'ai choisi une autre voie. Et même encore aujourd'hui, si je fais du VTT, je vais bricoler mon vélo. Si je vais au snowboard, tout le monde va criser parce que j'ai 12 planches dans le garage et parce que j'ai envie d'essayer un truc tous les matins, chercher des nouveaux réglages. C'est une manie comme ça d'avoir envie d'améliorer. Tu te rappelles du premier truc que tu as bricolé comme ça chez toi ? De tout, toujours. Les skateboards quand j'étais jeune, les roues, les vélos. Je crois que si tu veux me punir, tu me dis, tu prends la gamme 2022 et tu dois naviguer avec toute l'année sans rien toucher. Ça, c'est une grosse punition pour moi. Parce que c'est pas possible. Il va falloir que je trafique, que je change, que je commande des protos, que j'aille tester quelque chose. Chaque session, c'est un test. C'est rare que je fasse une session où c'est du pur plaisir, c'est du plaisir. Mais dans le plaisir, il y a toujours le moment où il faudrait qu'on améliore ça, j'ai oublié ça, je rentre à la voiture chercher ça pour améliorer. Alors c'est vrai, moi je peux témoigner à titre personnel, je me souviens avoir fait une soirée avec Mika Hernandez à Darla, il était 2h du mat, hyper sympa, on se connaissait pas, on discute, et je lui dis demain, qu'est-ce que tu fais et tout, demain je suis avec Raphaël et on teste du matos. Je lui dis mais vous testez beaucoup de matos comme ça? Il dit, moi on fait ça tous les jours, j'ai dit tout le temps on teste du matos quoi. On n'a pas compté avec Mika mais on fait 250 jours par an. De tests. De navigation, alors c'est des tests. Alors, je disais, on va revenir sur la genèse de F1. Alors, est-ce que tu peux me dire comment ça a commencé et d'où vient le nom de F1 pour ceux qui ne connaissent pas encore la belle anecdote? J'ai commencé la planche à voile à 13 ans, c'était en 76.
Là, on se sent vieux, ça y est. Et rapidement, j'ai commencé les compétitions locales, interrégionales, nationales. Je suis devenu véli-planchiste professionnel, on va dire en français, début 80. À partir de là, j'ai fait tout ce qui est compétition open, c'était plutôt régate. Et puis il y a eu un virage vers le funboard, la Coupe du Monde, vers 84-85. Et j'étais pro jusqu'en 94. Au début, j'étais vraiment axé résultats. Et les 7 ou 8 dernières années de ma carrière, c'était plus mise au point. Donc j'avais des résultats, j'étais sorti du top 10 peut-être, mais je faisais beaucoup de mises au point pour les marques. Et à la fin de ma carrière, il fallait que je trouve un emploi quelque part. Et j'ai proposé à mes sponsors d'être vraiment dans la marque et à la mise au point du matériel, au développement, tout ça. Et j'ai pas trouvé de place. Souvent, dans ces moments-là, il y a déjà quelqu'un qui est là et ils peuvent pas le virer pour en mettre un autre, même s'ils sentent que ça serait intéressant. Donc j'ai dit, personne ne veut de moi, je vais faire ma marque. Donc j'ai commencé par faire des planches à voile. Mon numéro de voile pendant ma carrière de planche à voile, c'était F1. F1, c'était joli comme nom pour une marque, c'était plus joli que Salle. Quand on s'appelle pas Robinèche, c'est moins facile. Et donc on a démarré comme ça. Je dis on parce que c'était vraiment en collaboration avec Sophie, ma femme, dès le premier jour. Les planches à voile F1 en 95. 94-95, c'était le début. C'était les années les plus difficiles, c'était un peu la fin du marché de la planche à voile. Donc on a eu beaucoup de mal. Moi j'avais passé 15 ans sur tous les plus beaux spots de la planète. On passait 2-3 mois à Hawaï, on n'était jamais chez nous, on était sur les meilleurs spots. Et d'un coup j'étais à Montpellier avec les conditions météo de chez nous, c'était moins drôle. Arrêter sa carrière pro, se retrouver sans vent, tout ça, devoir démarrer un business. Et j'ai eu besoin de quelque chose de nouveau. Ça a bouillonné et il fallait que je fasse quelque chose d'autre au bout de 20 ans de planche. Et j'ai commencé à regarder les kites. Il y avait quelques tentatives de kitesurf à Hawaï. Manu Bertin, Laird Hamilton qui se traînaient plus ou moins dans l'eau avec des kites. Il y avait Cory Rosler dans les gorges qui faisait du kitesurf mais avec un ski nautique. Et lui, il faisait ça bien, il sautait déjà à l'époque et tout. Il capait. Alors qu'à Hawaï, ils partaient d'en haut et ils arrivaient en bas, ils n'arrivaient pas à caper. À l'époque, on disait le kite c'est super, mais on peut pas remonter au vent. Ouais, quoi. c'était le tout début. Donc j'ai commencé à toucher des cerfs-volants et là, j'ai 20 ans de planche professionnelle, j'ai été impressionné par la puissance. J'ai dit, mais c'est incroyable la puissance qu'il y a dans ces cerfs-volants, il faut faire quelque chose avec, quoi. Et au bout de un peu moins, 8 mois, on arrivait à caper. Donc là, j'ai dit, c'est le sport du futur et on a arrêté les planches à voile. On a été la première marque à faire des planches de kitesurf. Donc à l'époque, en 97-98, il fallait appeler Wipika, qui n'existe plus aujourd'hui, pour trouver un kite. Et il fallait appeler F1 pour trouver une planche de kite. Donc là, c'était le début d'Internet en plus, le début des forums et tout ça, 98, 97. On nous a contacté du monde entier pour nous demander nos planches. Et c'est parti comme ça. Comment t'as vécu le truc à l'époque ? T'étais sûr de toi ? C'est-à-dire, t'as vu le truc qui est arrivé et tu t'es dit, ça je le sens bien et ça va partir ? Ou il y a eu des moments durs, des moments de doute ? Le kite, personne n'y croyait quand j'ai commencé, y compris Sophie, ma femme, qui était désespérée, qui disait « Tu t'occupes plus des planches à voile et qu'est-ce qu'on va faire avec tes cerfs-volants ? Chaque fois je viens te chercher au Gros du Roi au fond de la baie, t'as dérivé et c'est une catastrophe. » Tout le monde a rigolé. Tous tes copains de la planche, ils rigolent. Mais moi, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose vraiment à faire avec ce sport et la puissance des kites. Et côté business, jamais j'aurais imaginé ces années-là ce qu'on serait aujourd'hui, ça c'est sûr. Et petit à petit, on s'est développé. Par contre, ce que je voulais, c'est me dire, dans 20 ans, tu seras toujours là. Pas faire une seule bêtise, une seule connerie et tout foirer. Le plus important, c'est de durer. Et si on est toujours là, quelle que soit la taille, c'était l'essentiel, quoi. Il n'y avait pas d'ambition d'être numéro 1 de quelque chose ou d'arriver à la taille que l'on est aujourd'hui. Ça, c'est venu petit à petit. T'as commencé sur fonds propres Comment t'as commencé J'ai l'aventure ? commencé avec rien. À l'époque, pour monter une SARL, il fallait 50 000 francs. J'ai eu du mal à les rassembler. La famille m'en a prêté un peu. Ah ouais. Et on a démarré comme ça, ouais.
Donc sur un marché en déclin complet. Ouais, complet. Et puis avec ce truc de kite. Et le kite par-dessus qui était en train d'exploser, pas encore, mais qui était promis un bel avenir quand même. Et quand est-ce que tu as senti que ça décollait, que ça prenait Alors de suite, dès qu'on a vu que toute la planète nous appelait pour avoir des planches de kite, c'était trop génial. Ouais, t'as senti. Personne ne voulait nos planches à voile. Tout le monde nous disait, mais attends, des planches à voile, il y a déjà des marques. À quoi ça sert d'avoir des planches à voile F1 ? Mais dès les premières livraisons, c'est parti très vite. Ouais. Ouais, et c'est peut-être aussi, j'imagine, ça va être super marquant pour toi. Tu disais que tu aimais les produits, mais cette recherche d'innovation aussi, c'est la success story d'F1 dès le départ, quoi, d'être positionné sur les nouveaux produits vite. Parmi les marques du début, Wipika a disparu. Finalement, on était là avant Neige, avant tout le monde. Il n'y avait que Wipika et nous la première année. Donc on est la seule marque du début du sport qui est encore là aujourd'hui. Donc c'est vraiment le but du départ en plus. D'exister le plus longtemps possible. Parce qu'au début, il y avait Wipika, il y a Neil Pride qui a acheté la licence. Cabrina, mais c'était après. Ouais, 2-3 ans Neige, plus tard. c'est 99, Cabrina, c'est plutôt 2000 ou... Ouais, il y a eu du temps. Le temps que tout le monde y croit et se dise c'est un marché, il faut y aller, c'est passé des mois et des années. Et c'est intéressant ce que tu dis, de dire j'avais l'ambition, c'était de durer, et je suis encore là, et je suis encore indépendant. Tu as l'impression d'avoir fait face à quel challenge ou piège au début quand tu as commencé ? Qu'est-ce que tu as su éviter que certains n'ont pas su éviter peut-être ? Au début, de ne pas vouloir trop se presser, de vouloir en faire trop d'un coup. Parce que dans des marchés qui explosent comme ça, tu peux monter en flèche, mais sans fondation un peu solide, tu peux vite retomber et tout faire capoter. Donc on y allait doucement. La première chose que je savais, c'est qu'il fallait faire des kites, parce qu'on était une marque de planche. Mais avec mon expérience du windsurf, je savais que les marques de voile, ils ont toujours été plus puissants que les marques de planche et de flotteurs. Donc le premier challenge, ça a été de faire des kites F1. Au début, il y avait un brevet sur les kites gonflables Wipika. On n'avait pas l'argent pour acheter le brevet. Donc on a fait des kites à caisson. Quand on a eu assez d'argent, on a pu acheter la licence du brevet. En 2001, on a commencé à faire les premiers kites gonflables, la Mach 1 et tout ça. Et c'est là que j'ai appris que les autres, ils avaient commencé et ils s'étaient débrouillés avec la licence après. Ouais. Moi, je croyais qu'il fallait la payer et commencer après. Mais mes concurrents, ils avaient fait des kites et ils s'étaient débrouillés avec la licence après. C'est pas forcément honnête, mais c'est ce qu'ils ont fait tous. Ils se sont débrouillés après. Donc les étapes, il y en a eu tous les jours. La première difficulté pour nous, c'était de créer un réseau. On avait toutes les marques de planches à voile qui avaient un réseau mondial qui avait 20 ans plus ou moins. Et quand ils rajoutaient des produits kite dans leur marque, ils avaient déjà des magasins sur toute la planète. Ouais, le commercial qui avait juste à rajouter ça. Ouais, ils avaient déjà le réseau, l'organisation, les stocks, les distributeurs partout. Donc nous, on a mis longtemps à créer ça. C'est super dur de créer un réseau de distribution. Il faut le bon distributeur dans chaque pays, le bon magasin sur chaque spot, les ambassadeurs. Donc ça, c'était vraiment la première. Une fois que tu es dans le magasin, il faut que le magasin, quand même, il vende bien ta marque. Ouais, il a envie de la pousser. Et pourquoi ? Et par rapport aux majors qui sont plus puissants, qui leur imposent des quantités, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose encore très important aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a une base ultra solide en distribution par rapport aux premières années. Dans les années 90, début 2000, jusqu'à 2007-2008, on avait un réseau un peu trop petit. Ouais. Les années 2007-2008, d'ailleurs, toute cette première... il y a la séquence du tout début, l'émergence. 2004-2008, où il y a une vraie phase d'accélération, ça arrive un peu dans le mainstream. C'est aussi un moment où il y a eu... le kite avait une image super dangereuse. On entendait beaucoup parler d'accidents, me semble-t-il. Je me demandais comment toi, tu as vécu le truc. Parce que tu le dis, tu es quelqu'un qui est innovation, très orienté produit. Et pour le grand public ou pour les amateurs, il y a pu y avoir un moment beaucoup de sujets sur la sécurité liée au kite et la sécurité du matos de kite. Comment toi t'as vécu le truc à ce moment-là ? On a commencé avec des kites à 2 lignes. Donc il n'y avait pas le bord échoqué, la capacité de libérer la puissance. Les kites du début, c'était quand même on ne sait même pas aujourd'hui comment on faisait tout ce qu'on faisait à l'époque avec ça. Après, il y a eu les 4 lignes, où là, ça commençait à être quand même mieux. Puis tous les systèmes de largage, on a eu plusieurs générations de systèmes de largage. Une petite anecdote pour ceux qui faisaient pas du kite à l'époque. Au tout début, alors moi, j'ai pas connu le 2 lignes, mais j'ai connu le tout début du 4 lignes industriel, on va dire, qui était commercialisé. En fait, il y avait des poignées derrière les harnais de kite. C'était pas pour les handle pass, c'était pour que quelqu'un te tienne derrière. Parce que quand tu décollais le kite, tu te faisais traîner sur 10-20 mètres
Oui. Tout le temps, quoi. Enfin, Ouais, c'était sûr. on n'avait pas la capacité à larguer la puissance que l'on a aujourd'hui, c'est clair. Après, les accidents, c'était beaucoup d'erreurs humaines, en fait. Ouais. C'était des gens qui arrivaient sur des spots avec des rochers, qui décollaient à 1 mètre. C'est pas vraiment le matériel, mais la On façon... disait que c'était... Ouais, on dans entendait la petite l'imaginaire, truc que c'est le matos. c'était les gens qui s'étaient envolés en haut des immeubles, dans des tornades, on avait toutes ces histoires, mais ça touchait pas vraiment le développement du sport qui était en plein boom dans ces années-là quand même. On se stressait pas trop, on s'en occupait, mais c'était pas... Je pense que si tu prends une grosse station de ski en France, les 2 semaines de Noël, il y a beaucoup plus d'accidents que dans le monde entier en kite avant ou aujourd'hui. Je te confirme. C'est ça qui est fou. Donc c'était pas le sujet principal du sport. Ouais. Et donc là, tu as le kite là, qui commence à prendre, F1 qui devient une marque un petit peu établie, référence en France et dans le monde. Il y a eu ensuite un peu de la diversification, notamment via le SUP. Nous, le gros palier qu'on a franchi, c'est la Bandit en 2007. On a doublé, plus que doublé cette année-là, rien qu'avec un produit. Donc c'est vrai que l'innovation nous a permis de nous développer. Alors c'était quoi l'innovation de rupture apportée par la Bandit ? La Bandit, on a déposé un brevet sur la forme de l'aile qui avait une forme de delta avec la forme en arche d'un kite. Et ça a amélioré le redécollage, parce que c'était quand même un souci le redécollage. Puis la plage d'utilisation. On est passé à l'époque de 4000 kites à 10 000 en 1 an d'un coup. C'était vraiment la grosse étape. Et ça, comment tu fais quand toi tu apportes une innovation forte dans un produit pour qu'elle impacte, elle irradie tout de suite ton marché ? Parce qu'il y a plein de gens qui inventent, dans le kite, mais dans toutes les industries, qui inventent des super produits, des ingénieurs qui inventent des super produits, mais qui n'arrivent à jamais vendre leur truc. Comment tu fais ? J'ai une bonne idée et boum, c'est un succès commercial 3 mois plus tard. On est arrivé avec la Bandit, déjà c'était un moment où on avait un peu plus de power. On avait un réseau où on pouvait faire de la communication. Donc quand elle est arrivée, c'était à l'époque où il y avait le Beau, après il y a eu le Sigma, il y a toutes les marques qui sortaient un brevet. C'est les marques de kite. Donc au début les kites c'était en C, donc le C-shape. Ensuite il y a eu les formes plus plates, les beaux. Les trucs hybrides, il y a Neige qui a sorti un truc en Sigma improbable. En Z. Qui est collector presque. Donc il y avait toute cette espèce de folie du début du sport où il y avait un brevet qui sortait tous les 6 mois et on s'est retrouvé avec 3 brevets qui sortaient en même temps et les gens étaient focalisés dessus et tout le monde a vite fait le tri et on s'en est très très bien sorti avec le Delta face à tout ça. Et un peu de com à l'époque très audacieuse. On s'est vraiment lâché si tu regardes les pages de pub. Il fallait oser. On était complètement jeunes et inconscients. C'est-à-dire, vous disiez quoi ? On avait un pistolet avec le thème Bandit et la page d'à côté c'était le Beau qui était un arc, mais on avait mis un arc d'enfant avec la flèche et la ventouse. Je me souviens pas de ça. Si, et en dessous on avait marqué choisissez vos armes. C'est engagé, c'était vraiment violent à l'époque, on se battait, c'était un couteau tiré entre les marques. On est un peu plus politiquement correct aujourd'hui, je dirais. Mais les gens ont été marqués, ils ont dit, mais les fois, ils se lâchent, on va essayer leur truc. Les vidéos du redécollage avec les mains en l'air, tu vois. On avait fait une vidéo où tu avais dans l'eau les 2 mains en l'air et l'aile, elle redécollait toute seule. Le redécollage, c'était quand même un petit stress pour tout le monde. À l'époque, c'était... Tu risquais de traverser toute la baie sans que ton aile, elle redécolle. Donc à l'époque, pour redécoller, le kite, il fallait pas tirer sur les lignes. Aujourd'hui, pour ceux qui font pas de kite, redécoller un kite, c'est très facile. On tire sur une des lignes et puis ça repart. Pour ceux qui n'en font pas ou ceux qui en faisaient pas à l'époque, il fallait nager vers son kite très très vite. Donc il fallait se mettre en 20 mètres crawl super vite en espérant que le courant était pas trop fort. Sans perdre sa planche. Sans perdre sa planche, sa barre, pour que le kite bascule, le remonter. Enfin, c'était le triathlon, quoi. Ouais, donc on a vraiment amélioré ça. Et après, il y en a certains qui ont acheté la Bandit parce qu'elle redécollait bien, puis ils se sont aperçus qu'elle était super en navigation, performante. On a eu des records de vitesse avec la Bandit, on a gagné des championnats du monde de vague avec MeToo, des records avec Skelezerg ou Charlotte Consorti. Il y a eu toute une com autour du brevet Delta et de la Bandit. La bonne innovation au bon moment, et tu mets un peu d'huile sur le feu avec de la com un peu audacieuse. De la com et beaucoup d'audace, parce qu'on avait des kites de saut, des kites de freestyle, des kites de... Qu'est-ce qu'on avait à l'époque ? Freestyle, pas trop vague encore, freeride. Et là, on a dit, tu fais tout avec une Bandit. Et on a annoncé un matin à tous nos clients qu'il n'y avait plus qu'un seul modèle chez nous, alors que tout le monde en avait 3 ou 4.
Donc on a été engagé vraiment jusqu'au bout. On a créé un électrochoc un peu. Et c'est vrai que la Bandit a 15 ans. C'est toujours le kite qu'on vend le plus, c'est 85% de nos ventes. Et alors, sur un marché comme le kite, où il y a vraiment un Argus et il y a vraiment des décotes fortes d'une année à une autre, kite 2022, il vaut 30% de plus que le kite 2021, qui vaut 20% de plus. Enfin, là, ça se décote beaucoup. Ouais. Quand tu passes de 4000 à 10 000, comment ça se passe? Parce que tu avais prévu que tu allais en vendre autant? Tu as la capacité à augmenter le... On a eu la capacité à produire plus, on a eu de la chance. Parce que tu fais ça aujourd'hui, c'est plus compliqué, non? Non, on y arrive. T'arriverais à faire x2 si tu as du succès, ouais? Avec les wings, on a dû rajouter de la production en plus, et beaucoup. Donc c'est surtout trouver les matières premières le problème. Non, c'était une grosse aventure, la Bandit. Après, on l'a gardé 15 ans, c'est encore l'aile qu'on vend le plus. Après, on a eu l'aventure Strapless aussi, où on a été un peu innovateur avec MeToo qui a amené cette discipline au début. Strapless, c'est du kite avec une du planche de surf. Kite en surf sans les straps, donc c'était un peu nouveau. Au début, on avait les straps. On a eu la révolution du foil. On a toujours dans le kite eu des J'avais révolutions. l'impression que le SUP, ça avait été... Je reviens sur le SUP parce Oui. que j'ai l'impression que ça avait été 2010, tu vois, enfin, ça a une petite dizaine d'années, Ouais. un premier vrai gros sujet de diversification pour les boîtes qui venaient du kite. Ouais, ça l'a été, mais nous, on a sauté dans le train un peu tard face aux marques américaines. Déjà, le plus gros marché, c'était les États-Unis, de loin, et on a démarré après. Et une fois que tu démarres après, aller chercher les marques américaines sur le sol américain, c'était impossible. Mais j'ai l'impression qu'en France, ça a France, bien ça marché. a bien marché, mais les premières années, il y avait 100 marques. C'était vraiment difficile d'exister. Et après, récemment, c'est parti dans les planches, les stand-up gonflables. Et c'est parti plus dans un produit de supermarché vraiment pas cher. Et ça a un peu tué le stand-up en époxy, le beau stand-up rigide. Tous ceux qui faisaient de la vague en stand-up qui sont devenus surfeurs. Au bout d'un moment, ils ont compris comment en attraper les vagues et ils se sont dit un petit surf dans ma voiture, c'est 10 fois moins cher que mon paddle. Et quand je pars en trip à Biarritz avec des copains, c'est plus facile de mettre 4 surfs dans la voiture. Donc on a perdu une partie des clients qui sont devenus surfeurs. Et après, ceux qui avaient des paddles pour se promener en été ou quoi, ils les ont gardés, ça s'use pas. Donc ils les ont toujours, ils changeaient plus. Donc le sport... En tout cas, les ventes ont disparu. Là, aujourd'hui, on vend plus un seul. Enfin, on en vend 15 ou 20 comme ça parce qu'on nous les demande et qu'on en a encore. Mais c'est vraiment, pour nous, un marché qui a disparu complètement. Ah, c'est marrant. Alors que quand tu vas à la plage, il y en a de partout. Mais tu regardes les marques, il y a beaucoup de Décat, des piscinistes qui font ça à 200 balles. Ouais, des sites internet, des gros sites internet qui font ça. Et pour tout le public, un paddle, c'est 300 €. Ouais. Et nous, on était à 1000, 1500, ça a disparu. Alors du coup, F1 aujourd'hui, c'est quoi en termes de chiffre d'affaires? Tu fais quoi comme volume de chiffre d'affaires si tu communiques dessus? Aujourd'hui, on fait beaucoup. Beaucoup plus qu'avant. Donc, on a passé la barre des 20 millions, donc c'est important. Et en termes du coup, le kite, le foil, le wing, comment t'éclates ton chiffre d'affaires en termes de marché? On a, on va dire, 3 piliers. Le plus petit, c'est Manera. Ouais. Donc Manera, c'est notre marque d'accessoires, c'est tout ce qui touche le rider, donc la combi, le harnais, sa bagagerie, alors que F1 ça reste le matériel qui est un petit peu plus loin du rider. C'est un petit pilier mais qui progresse beaucoup, Manera, notamment en néoprène. On a une gamme de combi avec des designs 3D qui fait fureur dans le surf. Notre plus gros distributeur ou région, c'est la Californie maintenant. On vend beaucoup en Californie. Après, il y a F1 et F1, on le coupe en deux. C'est presque moitié kite et moitié wing parce que dans la wing, on met tous les foils. Il y a des foils pour le surf, des foils pour la wing, des foils pour le downwind, et ainsi de suite. Ah, donc tu as la moitié de ton business F1 qui Presque, n'existait pas il y a 5 ans. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, quand le surf foil, le sub foil et la wing sont arrivés, nous on a été très bons dans ces domaines-là. En wing, on domine le marché actuellement. On en a vraiment bien profité. Ouais. Il y a combien d'employés? On est 35. Par exemple, on a été élu marque de wing de l'année l'an dernier aux États-Unis par l'industrie américaine des sports nautiques, l'association américaine des sports nautiques. Donc, on a une vraie reconnaissance mondiale en ce moment sur la wing. On est à peu près sûr qu'on est leader de ce marché parce que peut-être toutes les autres marques étaient devant nous, comme Duotone en kite. Là, on a réussi à passer devant. Il y a un beau produit, hein. Sont belles vos wings, hein, toutes légères. Ouais, elles sont belles et
Dès le début du sport, on a appris les choses dans le bon sens. Il y a nos concurrents qui ont fait des hors-sujets. C'était même pas qu'elles étaient pas bien, c'est que c'était même pas adapté au sport. Donc on en a profité et puis au lieu de rectifier au 2e, 3e, 4e modèle, ils ont continué à empiler les hors-sujets pendant que nous, à chaque fois on innovait, on améliorait tout ce qu'on avait. Donc là on domine vraiment, c'est sympa. Alors, pour une fois, au bout de 30 ans. C'est bon ça. Et alors le wing, est-ce que pour toi on est déjà sur un marché mature? Tu as vu plusieurs marchés monter, puis stabiliser, puis redescendre. On en est où pour toi sur le wing? Là on est en mars. J'ai commencé moi en mars 2019 ce sport. Il y a 3 ans il n'existait pas. C'est quelque chose de jamais vu. En 3 ans arriver à une telle renommée, une telle demande et une telle pratique, dans l'histoire de tous les sports, c'est jamais arrivé. C'était incroyable l'engouement qu'on a eu. Bon, la première année, c'était calme, mais les deuxième et l'an dernier, c'était vraiment... Et on ne sait pas quel est le maximum en ce moment. On ne sait pas, par rapport au marché du kite, si ça va être beaucoup plus gros, 4 fois plus gros. On le saura dans 2-3 ans, quand on atteindra le pic de la pratique. 2-3 ans, tu dis, ouais. Il faut au moins 2-3 ans. Déjà, on n'arrive pas à livrer tout ce qu'on nous demande. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire de la wing parce qu'ils ne trouvent pas de matériel. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ouais. Ça a déjà cannibalisé pour toi le marché du kite? C'est un marché en plus, parce que le kite ne baisse pas. C'est juste qu'on ramène d'autres gens dans l'eau, dans nos magasins, sur nos plans d'eau, qui se partagent les mêmes spots. Des surfeurs qui se mettent à la wing, alors qu'ils n'ont jamais utilisé le vent de leur vie. Mais il y a beaucoup de surfeurs qui habitent dans des spots où il y a du vent. Même Hawaï ou toutes les îles, ils ont des périodes de vagues, des périodes d'alizé. Souvent, c'est pas les mêmes. Quand ils ont du vent, il y a plus de vagues et ils se mettent à la wing pour faire autre chose. Il y a tous les planchistes qui font ou qui faisaient, qui ont arrêté de la planche à voile et qui se disent « Ah, mais j'ai eu peur du kite et la wing, c'est pour moi ». Et ça, il y en a beaucoup. Et puis, il y en a beaucoup qui n'ont jamais rien fait et qui veulent simplement voler sur l'eau avec un foil. Parce qu'en ce moment, le foil, on le voit partout, de l'America Cup jusqu'à la wing. Pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes engins, mais il y a des foils partout. Il y a des foils électriques, il y a des bateaux à moteur à foil. Et cette navigation en volant au-dessus de l'eau, elle est tellement fantastique que finalement, le plus accessible en budget et en apprentissage, ça reste la wing. Ouais. C'est le plus facile si tu veux apprendre à voler sur l'eau avec un foil. On me demande souvent, mais à quoi ça ressemble ? Et ceux qui font du ski, je compare ça à skier dans de la belle poudreuse. Snowboard dans de la super puff. Snow dans la super puff, cette sensation d'être en sustentation avec un minimum de frottement dans la neige ou dans l'eau, ça serait le foil. Alors le foil, tu as des innovations un peu sympas à nous partager là dans les cartons. Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va évoluer pour toi? Là, le foil, on a commencé bien sûr avec les foils qu'on utilisait pour apprendre nous. Donc assez accessible, facile pour décoller tôt, voler facilement, sans trop de vitesse ou d'accélération. Et plus ça va, plus on développe des gammes performantes. Et maintenant, on a des foils avec des grands allongements qui sont impressionnants de glisse et de portance et de finesse pour voler sur la mer en utilisant le moindre clapot ou la moindre houle. Même moi, ça fait plus de 45 ans que je suis sur l'eau avec des planches à voile et des kites et des wings. Je suis vraiment impressionné des sensations et des capacités des foils pour voler sur la mer sans aucune énergie. Parce qu'une fois qu'on a lâché la wing ou qu'on a décollé et qu'on vole sans aucune traction vélique, on va dire. On a une énergie dans la mer qu'on arrive à exploiter pour voler 10, 15 ou même 50 km sur certaines courses aujourd'hui sans utiliser le vent, juste avec la mer et un foil, c'est impressionnant. Mais il faut du bon matos quand même, hein. C'est assez dépendant du matos. Oui, il faut des foils assez performants, mais quand tu vois Titou par exemple qui a fait 100 km en volant comme ça sans utiliser le vent et une voile, quelle qu'elle soit, hein, c'était jamais vu, on savait pas ça. Titou en galère qui a fait ça? Ouais, on savait pas. Ça. Ouais, la Molokai à Hawaï, ils ont fait 55-60 km, elle fait l'étape. Molokai, c'est une course de sup à la base. De sup, mais maintenant ils la font en foil. Et bon, ils explosent tous les records de chrono avec les foils, mais surtout ils volent 50-60 km comme ça, sans ramer, juste avec la mer, la houle et un foil. Et ça, nous on en a conscience parce qu'on le fait, mais on est très impressionné à chaque fois qu'on le pratique. Mais quand tout le monde va prendre conscience de ce que ça peut faire, ce qu'on peut faire avec un foil, ça ne peut qu'être un marché important. Et le wing, alors est-ce qu'il y aura des innovations sur le wing ?
En wing, on a beaucoup amélioré les formes par rapport à la première génération. Il y a des nouveaux matériaux qui commencent à arriver, parce qu'on a commencé avec les matériaux du kite, maintenant on commence à essayer les matériaux des planches à voile, des bateaux. On n'a pas encore trouvé le matériau idéal pour les wings, mais ça viendra parce que le marché est là, les volumes sont là, donc on va devoir développer les matériaux qu'il faut. Et le sujet, j'imagine, c'est Ce trouver sport. le bon rapport, on va dire, rigidité, transformation de la puissance, légèreté. Oui, poids, c'est toujours la première barrière. Dès que c'est lourd, on n'en veut pas. Mais après, c'est rigidité, solidité, parce qu'on tombe dedans, le foil tombe dedans, il faut quand même que ce soit solide. Et la durabilité aussi, que ça vieillisse bien, parce que quand tu navigues toute l'année avec, bon, forcément ça vieillit. Et aujourd'hui, donc, on est beaucoup sur des toiles qui ressemblent un peu quand même à du textile kitesurf, on va dire, mais Oui. ça pourrait évoluer, ça pourrait Ouais, devenir ça différent. commence à changer. Il y a déjà des marques qui sortent des innovations, mais ils ont pris un peu de poids. Donc pour le moment, c'est pas encore l'idéal, mais on y travaille. Mais il y a au début d'un sport comme la wing, sans changer les matériaux, on a déjà du travail pour 5 ans. Déjà qu'au bout de 25 ans de kite, on améliore encore un kite. Des wings, au bout de 3 ans, sans changer les matériaux, on fait déjà beaucoup de progrès d'une année à l'autre. Il y a encore beaucoup d'améliorations sur les kites. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a certains de tes concurrents, là, notamment cette année ou il y a 2 ans, qui sont lancés dans des comment tu dis, du Matériaux. textile, du matériel Ouais. super light, Ouais, Euh, mais très cher. très cher, avec des retours C'est quali, le des prix. consommateurs qui sont pas forcément ouf en plus. Je sais pas, mais on arrive à être 2 fois plus cher, mais loin de 2 fois mieux. Donc moi, ça me gêne un peu de sortir des kites 2 fois plus chers s'ils sont pas 2 fois mieux ou s'il y a vraiment pas le gap espéré par rapport à la différence de prix. Ça apporte quoi dans le fait qu'ils soient très légers, ces kites? Tu gagnes un peu dans les premiers nœuds de vent, mais après, finalement, ça change pas grand-chose. Donc ça fait beaucoup de budget pour gratter un nœud de vent dans lequel tu vas naviguer. Pour le moment, on n'est pas encore convaincu. Et du coup, sur les inos récentes, là, c'est quoi pour toi ce qui Nous, est de on- récent, d'intéressant dans le kite? Dans le kite, on travaille encore beaucoup sur les profils, l'amélioration de toute l'utilisation des matériaux. Et tous ceux qui ont une bandit de chez nous, quand ils changent, ils sont impressionnés depuis 15 ans par les progrès qu'on arrive à faire. On gagne beaucoup sur la stabilité, la plage d'utilisation, le contrôle vent fort. Donc, il y a 5 ans, tu avais un kite et tu t'amusais sur 10 km/h de vent, par exemple, de 20 à 30 km/h. Maintenant, tu fais plutôt du 20-40 km/h sans problème avec ton kite. Donc, il y a des grosses améliorations de confort, d'accessibilité, de plage d'utilisation. Un peu tout ça, ça te met en sécurité aussi quelque part. Parce que Ouais. si tu es Si capable le vent monte, d'encaisser du ou vent, baisse, voilà, tu t'adaptes. on devient de plus en plus flemmard. Donc on a de moins en moins besoin de forcer quand on fait du kite. Tout est plus doux, plus cool, plus efficace, on capte mieux. Non, il y a encore des gros progrès. Bah, du coup, tu vends moins de kites, parce qu'avant, il y a des gens qui achetaient jusqu'à 4 kites. C'est nos concurrents qui en vendent moins et nous on en vend plus. Alors, il y a un truc, néanmoins, je veux bien croire que le marché, il augmente en volume. On l'évoquait, moi ça fait longtemps que j'en fais. Je trouve qu'il y a une inflation sur le prix du matériel qui est importante, toutes marques confondues, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, moi, c'est pas pour faire le vieux, mais j'ai l'impression que le kite en magasin coûtait presque 2 fois moins cher à une époque. Je pense pas 2 fois moins, mais on est monté petit à petit. On rajoute beaucoup de choses à chaque fois aussi dedans. Les barres, elles sont de plus en plus compliquées, de plus en plus de systèmes. Non, mais tu vois, par exemple, sur la barre, c'est très vrai. Tu vois, Ouais. moi, j'ai un truc, je me souviens, une barre 2004-2005, je pense que tu acheté ta barre. Alors là, peut-être les premières années, elle était offerte avec le kite, Ouais. mais après, ça valait peut-être 200 € une barre. Tu vois. Ouais, là Et on est moi, je me plutôt souviens, à 500, ouais. 500-600, ouais. Ouais. Donc, tu vois, ça fait x2, x3. Donc, toi, tu dis, c'est dû à quoi? C'est les innovations qui sont apportées dedans? Ouais, c'est de plus en plus compliqué. La barre, c'est de plus en plus compliqué. Après, cette année, c'est faussé avec tous les prix des matières premières, des transports. On a pris en gros 8%, nous, cette année. C'est la première fois qu'on prend autant d'augmentation de prix. Normalement, il y a des années où on était stable à 0, puis on prenait 2-3% par-ci, par-là. Mais là, ça fait beaucoup d'un coup. Mais ça, c'est mondial, c'est tout le monde. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter en plus parce que maintenant, ils arrivent à nous augmenter les prix pendant la saison. C'est-à-dire que nous, on a fait nos prix publics, nos tarifs professionnels et l'usine, elle nous dit, je tiens plus, il faut que j'augmente les prix. Donc, toi, ça, ton on l'a ton jamais vu appro, avant. il est notamment, donc il y a une usine en Chine qui fait, je pense, 90% voire 100% de la production de kites. Tes planches, je sais pas où elles sont faites, elles sont en Thaïlande? On a beaucoup d'Asie, nous. Ouais.
tout Asie, Chine et Taïwan pour Ce qui tous les pose, produits. ce qui pose probablement deux sujets chez toi. Donc, tu évoques l'appro, Ouais. donc avec l'inflation des matières premières, le Covid, les difficultés de transport, donc ça c'est un sujet. Puis un deuxième sujet, c'est tous les sujets de RSE qui sont forcément émergents. Alors, Comment tu adresses le sujet et qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne d'appro? Toutes nos matières premières, elles viennent de chez nous, du Japon ou des États-Unis. Nos lignes, par exemple, c'est des lignes cousins fabriquées en France. Le tissu de tous nos kites et nos wings, il est japonais. Je crois que les bladders, le tissu Des boudins? des boudins dedans, c'est américain. Donc la Chine, elle fait de l'assemblage parce qu'elle est très efficace dans tout ce qui est main-d'œuvre et assemblage. Mais elle ne fait pas tant de matières premières que ça. Donc on fait quand même tourner toute une industrie des matières premières qui est européenne ou américaine ou japonaise. Après, si on voulait changer ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'usine d'ailes de kite en France ou en Europe. Il n'y a pas d'usine de planches, on ne peut rien. On a perdu tous les outils de production chez nous. Donc on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Et on commence à réfléchir parce que le coût du travail en Asie commence à augmenter et les transports, ça devient complètement fou. Un container, avant, c'était moins de 2000 €, maintenant c'est 15 000 €. Ouais, j'allais te dire x5 ou x7. Ouais, c'est énorme. Enfin, moi, j'avais lu ce x5. Et encore, nous, on transporte des marchandises pas trop volumineuses et assez chères. Donc ça va, mais celui qui faisait de l'importation de meubles pas très chers, qui prennent beaucoup de place dans les containers, où finalement ils se retrouvent avec plus d'air que de matière dans le transport, et ils ne peuvent plus importer des choses d'Asie. Donc ça devient vraiment un problème. J'ai lu un truc super intéressant, c'est Pitcher, la marque d'outdoor textile, qui dit un truc super intéressant. Bon, c'est gros un Pitcher, hein, ça marche bien, mais ils disent on est trop petit pour faire bouger les choses tout seul. Et ils sont aussi dans une logique d'association, de se dire il faut qu'on fasse bouger les gros de l'industrie en les motivant. Toi t'es déjà dans cette logique d'écosystème, de réfléchir à plusieurs, comme on fait pour rapatrier la prod. Premier souci pour nous, c'est identifier quels sont les secteurs où on produit le plus de CO2, par exemple. Et tout le monde parle des transports, mais c'est quasiment rien. Ouais, c'est l'énergie le sujet. C'est plus l'énergie qu'on utilise en production. Donc on a une usine de planches à Taïwan qui a basculé en panneaux solaires. Et ça, on n'en parle pas. On fait tout ce qu'on peut pour aller vers utiliser les matériaux les plus recyclés possibles, maîtriser les emballages, tout ce plastique qu'on utilise pour emballer des planches et ainsi de suite. On l'a supprimé, on est passé avec des cartons nids d'abeilles et ainsi de suite. Mais c'était une grosse étape de voir l'usine basculer en panneaux solaires. Parce que c'est pire la consommation d'énergie de notre usine que finalement le container qui va se balader entre chez eux et chez nous. Donc identifier tout ça, c'est un gros sujet et il ne faut pas qu'on consacre des efforts sur quelque chose qui rapporte rien en fait. Ah ouais. Et alors comment tu fais? C'est toi qui lis des articles? Comment tu fais pour... on se renseigne, on écoute... Picture dont tu parlais, ils ont fait des grosses enquêtes, on regarde ce qu'ils ont fait, on regarde ce que font nos concurrents. On a une association des marques en kite international, le GK, et ça c'est des choses qu'on partage. On va pas partager nos innovations, mais tout ce qui est en rapport avec l'environnement, c'est important de le partager. S'il y a quelqu'un qui a trouvé un emballage qui utilise du plastique bio en Chine, ben ça c'était pas facile à trouver. S'il y en a un qui le trouve, on essaie d'en faire profiter tout le monde pour que toute l'industrie soit de plus en plus verte, on va dire. C'est beaucoup d'efforts. Ouais. Ouais, et puis c'est la difficulté pour une petite boîte c'est une super belle PME, mais vous êtes que 35, quoi. Tu peux pas avoir 3 gus qui calculent tes consommations carbone, quoi. On y pense parce que nos clients le regardent. Donc ça commence à être un critère d'achat, où c'est fabriqué, par qui. Donc on fait des audits de nos usines en Asie, pas pour savoir s'il y a des enfants qui travaillent dedans, parce qu'on est en collaboration avec la plupart depuis des années, voire 20 ans. Et on sait comment ils fonctionnent, mais quelle énergie ils utilisent, comment ils recyclent tous les matériaux qui ne sont pas utilisés, est-ce qu'ils rejettent des produits chimiques dans les rivières, dans les égouts. Et chez Manera, Julien, il a arrêté, suite à l'audit, il a arrêté une production dans une usine qui rejetait tout dans la rivière d'à côté. Et quand on a eu le rapport, il a dit tout de suite, soit vous changez, soit on arrête. Et cette usine nous a dit, nous on n'arrête pas.
On a dû changer. Et pourtant, ce que tu dis est vrai, c'est qu'ils travaillaient pour des majors de l'industrie du surf qui, eux, regardaient pas vraiment ça. Donc si nos clients regardent, nous, on a cette conscience et qu'on oblige nos usines à changer, tous en même temps, et c'est là où il faut être tous ensemble pour les obliger, ça va changer. Mais soit on le changera par nous-mêmes, soit le gouvernement va nous obliger avec des taxes carbone et des choses qui vont faire qu'on va se retrouver avec des prix encore plus chers. Et c'est vrai que c'est un de nos soucis tous les jours, c'est maîtriser les prix pour pas que ça devienne complètement fou d'avoir envie de faire du kitesurf. J'imagine qu'on a beaucoup parlé de l'APRO, de l'INO. Il y a un vrai sujet aussi sur la distribution dans le secteur, dans ton métier. Ouais. Donc toi, tu l'as dit, tu as mis du temps à construire un réseau de distributeurs spécialisés, de shops. Il y a d'autres modèles sur le marché, la vente en direct, Ouais. ça a grosse croissance récente. Enfin, en tout cas, il y a des belles réussites là-dessus. Il y a aussi des concurrents qui sont en distribution chez Decathlon. Ouais. Récemment, qui distribuent une partie de leurs produits chez Decathlon. Ouais. C'est quoi, toi, tes convictions sur le sujet? Alors ça, c'est un choix de départ, ton modèle. Si tu veux être une marque mondiale, tu es plus ou moins obligé de passer par le schéma distribution, distributeur, magasin spécialisé. Parce que la vente en direct, c'est très facile quand tu restes dans ton national. Mais aller chercher chaque pays les uns après les autres, ou chaque continent, là, ça devient très dur. On n'a pas d'exemple d'une marque en direct qui a un succès international. Même pas européen, en fait. C'est souvent franco-français ou ainsi de suite. Donc ça, c'est un choix dès le départ. Quand tu fais de la vente directe, tu enlèves la marge du distributeur et effectivement, tu te retrouves beaucoup moins cher en prix public. Mais tu n'as pas tout à fait le même service et tu ne peux pas avoir un réseau mondial. J'ai l'impression que quand tu réponds, ça t'empêche pas de dormir. Non, c'est un choix. Ouais. Nous, on a besoin des magasins Et spécialisés. tu t'es jamais dit, parce que, alors c'est pas nouveau ce phénomène, moi je me souviens, les premiers qui ont fait ça sur le marché, c'était Best Skyboarding, Ouais. où en gros, t'achetais 3 kites pour le prix d'un, quoi, pratiquement. Ouais, Enfin, c'est pour exagérer, quoi. C'est un bon exemple. Ils ont fait ça au niveau mondial et puis après, ils sont revenus dans les shops. Parce qu'il y a un moment où tu arrives à un plafond de verre et t'as pas la proximité avec ton client, t'as pas le service. Nous, si tu es un client régulier de ton magasin spécialisé, tu achètes 3 kites F1, tu reviens l'année d'après, il te les reprend et tu repars avec des neufs. Tu n'as pas à t'occuper de la revente et ainsi de suite. Si le dimanche, t'as cassé une ligne, une barre, une vis, tu as un service sur place qui fait que tu peux aller voir ton shop local et récupérer ta pièce détachée ou avoir ta garantie tout de suite. Et si t'as un trou dans un de tes boudins, on t'envoie pas vers un tuto pour le réparer toi-même, mais on te le reprend. Ouais, c'est un choix. C'est vraiment deux systèmes différents et c'est normal qu'il y ait les deux. Après, souvent, les marques qui vendent en direct, ils économisent partout. C'est-à-dire qu'ils vont économiser sur les team riders, ils vont pas faire de pub, ils vont pas sponsoriser d'événements. Des marques comme F1, Duotone et toutes les grandes marques du milieu, on entretient des team riders qui font rêver les gens. Que combien de gens se sont mis à la wing, par exemple, en voyant une vidéo de Titou à Hawaï en train de surfer des vagues ou de Marcella en maillot de bain au Brésil. Donc on entretient ces team riders qui font des World Tours qui sont financés encore par nous. Quand tu arrives sur les sites internet ou que tu achètes un magazine, il est financé par nous parce qu'on a payé les pages de pub. Donc les magasins sont là parce qu'on les livre et ils offrent un service. Donc c'est toute une chaîne de l'industrie et de temps en temps, t'en as un qui arrive et qui dit « Ouais, tout ça, ça sert à rien, vous payez la com, vous payez les riders, vous payez les marketing, vous donnez de la marge au magasin, ça sert à rien. Achetez chez moi en direct. » Mais lui, il n'existe que parce que nous, on est là. Sinon, on enlevait tous nos team riders, nos vidéos, nos World Tours, nos compétitions... Et il ferait quoi? Le sport, il existerait peut-être même pas, en fait. Donc, tu peux économiser en commençant par ces marques-là qui vendent en direct et qui ont enlevé tous les coûts majeurs qui sont additionnels sur un produit. Mais ça te permet des fois de commencer le sport et puis un jour de venir chez nous aussi. Donc, je pense que sur le marché, il faut un peu de tout le monde pour que le marché existe et que chaque consommateur trouve un produit qui lui convient et qui soit en rapport avec son budget. Toi, le marketing, au sens large, comme Team Rider et tout ça, ça représente combien de ton budget sur ton CA? C'est 5%, je crois. Ah, c'est assez faible. Ouais, non, c'est pas tant que ça. Peut-être que la recherche, c'est le plus gros budget chez Ouais. nous. Ouais, l'équipe, les designers, l'architecte naval, les ingénieurs, le nombre de protos, les moules,
tout. C'est ma passion, donc on calcule même pas le budget. Ouais. À vue de nez, tu ça. dis que c'est combien? Je sais pas, c'est sans limite, ouais. Mais faut que je regarde si c'est plus gros que la com ou pas. La com, c'est beaucoup de personnes aussi, ils sont 8 maintenant. Il y a la communication avec nos distributeurs, les meetings avec nos distributeurs, il y a beaucoup de choses qui coûtent très cher. Bon, avec le Covid, on n'a pas pu refaire de meetings. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu nos distributeurs. Et il va falloir qu'on les revoie un peu parce que par Zoom, par Internet, et par téléphone, ça remplace pas tout. Surtout dans ce secteur. Hein. Ouais, nous, on avait l'habitude de faire nos meetings à l'île Maurice, d'inviter tous nos magasins français, tous nos meilleurs distributeurs, passer une semaine avec chacun. Chaque groupe, c'était une quinzaine de distributeurs. Donc pendant 6 jours, on leur explique les produits, on navigue avec eux, on prend le petit-déj, le midi, le repas du soir. À la fin, ça fait beaucoup d'infos qui transitent entre la marque et ses distributeurs. Et là, ils sont en manque. Et nous aussi, on les voit plus. C'est compliqué. On a parlé là, tu parlais des différents services, des collaborateurs et tout ça. C'est quoi la culture de la boîte? Tout le monde ride ici avec des riders? Est-ce que quand tu bosses chez F1, tu peux partir entre midi et 14? Là, il y a le spot qui est à 5 minutes. Oui. C'est open? Oui, ce matin, je suis arrivé à 8h sur le spot de surf parce qu'on a eu la chance d'avoir des vagues. Et il y avait toutes les voitures du bureau. J'ai dit, tiens, Vincent est là, Thibaut est là, Romain est là, Julien est là. Il y avait toutes les voitures de tout le monde. À 8h, ils ont fait 7h, 9h avant de venir au bureau. Et s'il y a des grosses journées de vent, des bonnes conditions, ils partent entre midi et 3 et récupèrent les heures le lendemain ou le soir. Donc il y a peut-être plus de la moitié du bureau qui pratique. Et notamment depuis la Wing, on a beaucoup plus de personnes de l'entreprise qui pratiquent qu'avant quand il n'y avait que le kite. Et quand tu rentres chez F1 en tant que salarié, tu as droit à 2 kites et 2 planches et tu choisis lesquelles, soit des wings, soit des foils, soit des planches. Et comment tu fais pour garder tout le monde engagé, motivé? Alors, motivé, ça j'en suis sûr, mais moi j'imagine, ce qui pourrait faire peur à d'autres chefs d'entreprise, c'est de se dire, bon bah les gars, je leur lâche la bride, ils passent leur journée sur Winguru et j'ai du mal à faire tourner la boîte alors que je dois serrer les coups. Comment ça fonctionne chez toi? Comment tu fais? Ça fonctionne par service. Le service commercial, ils vont pas avoir les mêmes motivations. Eux, c'est le chiffre. On produit pas assez, il faut nous livrer plus. Il y a beaucoup de ventes et on n'a pas de production. Et ils ont cette motivation. La com, elle va avoir ça veut dire quoi? Tu leur files des primes? Non, ils sont drogués à ça. Ils sont pas forcément que pour l'argent toujours, mais la performance, l'envie de faire mieux. La communication, ils vont avoir envie de faire des belles planches parce que la communication, elle s'occupe des graphismes, et des décos, des couleurs, plus les pages de pub, les vidéos. Donc eux, ils ont cette passion, ils sont tous passionnés par ce qu'ils font. Le graphiste, il est passionné de faire un bel objet. À la vidéo, ils sont passionnés de sortir des beaux films. Celle qui fait les textes, elle a envie d'avoir les textes les plus beaux. Donc, ils ont tous une super motivation et à la recherche. Ils veulent innover, ils veulent faire des produits et puis, je sais pas, qui se ressemble s'assemble, on dit souvent. Donc on se retrouve en fait dans le recrutement à avoir des affinités avec certaines personnes parce qu'on sent cette petite étincelle, on sent qu'ils ont envie de venir chez nous parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir faire des produits innovants et ainsi de suite. Et donc Manera, c'est un autre département, mais même aux expéditions, dans le stock, ils sont passionnés par l'efficacité et ils voient que quand il y a de la demande et qu'ils ont réussi à livrer tout dans la semaine, ils sont tous un peu motivés et satisfaits par l'aventure F1. Et puis il y a quand même une personne essentielle aussi chez F1, c'est ma femme Sophie, qui fait tout ce que je sais pas et j'ai pas envie de faire. Alors comment on fait? On dit toujours, faut jamais bosser avec ses potes et avec sa femme. Comment on fait? Nous, Julien, notre fils qui a 32 ans, il est quand même responsable de la marque Manera depuis 7 ou 8 ans maintenant. Et la réussite de Manera, c'est vraiment grâce à lui parce qu'on l'a laissé tout seul et il a fait tous ses choix et ça a bien fonctionné. Et après, Sophie, elle est là depuis le premier jour, j'en ai parlé au début de l'interview. Bon,
Bien sûr, c'est la gestion, mais pas que. Il y a tout ce qui est administration, ressources humaines et gérer la boîte. Quand Raphaël il est parti tous les après-midi sur l'eau, il faut bien qu'il y ait un capitaine ici. Et le secret entre nous trois, c'est qu'on prend des décisions importantes à trois, on se concerte, mais chacun dans notre domaine, on a notre liberté. Donc je ne vais jamais aller voir Sophie en lui disant « t'as fait ça comme ça, il fallait pas ». J'ai confiance, elle se débrouille et des fois elle me voit rentrer de la plage et je leur dis « bon, le prochain sport c'est la wing, il faut se dépêcher, on se met tous sur la wing ». Là elle panique un peu, elle se demande ce que j'ai, qu'est-ce qui m'arrive, mais elle fait confiance, elle dit « bon ». Il pousse vers tel produit, on pousse tous vers tel produit. Et Julien, chez Manera, pareil, il a sa liberté, même si on parle de tous les sujets. Chacun est indépendant, donc des fois on ne se voit pas de la journée au bureau. C'est un peu le secret de la réussite. Chacun sa responsabilité, chacun dans son département et son indépendance. On ne travaille pas ensemble en fait. Merci Raphaël, c'était passionnant. Alors j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi un peu ta stratégie, ce qui va se passer dans les 3 prochaines années pour F1, si tu peux nous donner quelques insights? Alors on en parle beaucoup, parce qu'avec la croissance fulgurante qu'on a eue ces 2 dernières années, on se dit mais où on va s'arrêter et qu'est-ce qu'on veut? C'est important. On navigue un peu à vue et là on a eu un vent favorable, mais il faut savoir où on veut aller. J'en parle beaucoup avec Julien, mon fils, et on veut rester une marque haut de gamme. Donc c'est peut-être pas notre but d'être leader, mais par contre d'être une marque reconnue dans le haut de gamme, qui fait des beaux produits, qui se vendent tous très bien chaque année, il n'y a pas de promo et ainsi de suite. Et une taille raisonnable, je crois que là on est 35, on pourrait monter à 45 personnes pour être encore plus efficace. En chiffre d'affaires, je pense pas que ça serait raisonnable demain de dépasser les 40 millions. Mais peut-être on va les faire tout seul sans rien demander, ça va se faire tout seul et on verra. Mais le but, ça serait ça. Dans les années qui arrivent, c'est garder la marque dans le haut de gamme, pas faire d'erreur, puisque on est toujours là depuis le début. C'était le but et il faut pas que ça change. Et le prochain challenge, c'est passer le bébé à notre fils, puisque j'ai 59 ans. Donc Puis t'as pas le temps de faire du kite en plus, donc... Si, j'en fais beaucoup. Il faut que dans 5 ans, 6 ans, on puisse se retirer et que Julien, maîtrise tous les sujets. On a mis en place des testeurs qui vont pouvoir me remplacer, des personnes qui vont pouvoir remplacer Sophie, et qu'il faudrait quasiment que pendant 5 ans, on organise la boîte pour qu'elle tourne avec autant d'efficacité qu'aujourd'hui, mais sans nous. C'est un peu le challenge. Le beau challenge de la transmission. Sinon, on va lui donner un bébé et il faut pas qu'il se plante avec. Ouais, t'as pas la pression, Julien. Non, il n'a pas la pression parce qu'il a prouvé avec Manera qu'il était capable. Et depuis peu, il nous a dit oui, je me sens capable de prendre F1, reprendre, si c'est bien préparé. Donc on prépare bien les choses. Et puis je me connais, de toute façon. Je vais toujours traîner là et faire des produits, aller avec les testeurs et surveiller ce qu'ils font. Donc je m'inquiète pas trop. Bah écoute, Raphaël, un grand merci pour ton temps. C'était super intéressant. Et puis, merci, Mathieu. Je te souhaite tout le meilleur. C'est cool. C'est vrai qu'en parlant, on en dit beaucoup des choses. Hein. Bah écoute, c'était super intéressant et je pense que tout le monde va bien profiter. Salut Raphaël, à bientôt. Salut Mathieu, à bientôt. Ciao. Bonsoir, bonjour à tous. On ne sait pas quelle heure il sera quand ils écoutent. Ciao. Ciao.